Ça veut dire qu'il faut que l'on aide les pays d'Afrique à acquérir les compétences en ingénierie, dans les disciplines scientifiques qui leur permettront de pouvoir dialoguer d'égal à égal avec les pays occidentaux. Bonjour, je suis particulièrement ravi de recevoir aujourd'hui Dominique Barjot, qui est d'abord un universitaire reconnu, spécialiste de l'économie. La période qu'il couvre, c'est l'histoire économique du 19e siècle et au 21e siècle. Il est l'auteur de nombreux livres, une dizaine, mais ayant collaboré à plusieurs. Je le reçois aujourd'hui pour nous raconter aujourd'hui la mission qu'il a d'être à la tête de l'Académie des sciences de l'Outre-mer. Bonjour. Bonjour. Alors c'est un vrai défi, le fait de prendre en charge la tête de l'Académie des sciences de l'Outre-mer, fondée en 1922. Et qui 22-23 et qui aujourd'hui incarne le temple du savoir. Alors il faut savoir en effet que cette académie est née juste après la Première Guerre mondiale de la volonté que l'on avait de s'intéresser à l'ensemble de l'Empire. À l'époque, l'idée c'était que la France, épuisée par la Première Guerre mondiale, devait se régénérer à travers l'apport de toute l'Afrique et plus généralement de son empire colonial. C'est ensuite, malheureusement, que les événements ont fait que les espérances qu'on avait placées dans l'empire n'ont pas toutes été remplies. Et cela évidemment a été vécu par notre académie qui a toujours défendu l'idée que l'empire colonial était une richesse pour la nation française. C'est aussi dans l'environnement de notre académie qu'est née l'idée qu'il fallait arriver à aider les pays anciennement coloniaux, à devenir indépendants, à s'assumer, à devenir à leur tour des États puissants, prospères. C'était un peu l'espoir de la coopération. Je dois préciser que vous êtes le secrétaire perpétuel de cette académie. À quoi ça sert? Expliquez-nous un peu le rôle du secrétaire perpétuel. Justement. Alors, en fait, nous sommes une académie. Comme il en existe de nombreuses en France, il y en a deux catégories. Il y a les académies dites de l'Institut, il y en a 5, qui ont été fondées par Richelieu. C'était une volonté royale. Et puis, avec Napoléon, avec la mise en place aussi du régime parlementaire, puis de la République, est née l'idée qu'il fallait démocratiser ce modèle des académies. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une académie? C'est une réunion de savants qui, étant indépendants, pensent le monde et essaient de réfléchir à ce que l'on peut construire pour le bien de l'humanité dans l'avenir. Voilà, c'est ça la philosophie. Oui. C'est un autre versant, on a l'Académie française, donc c'est autre chose. L'Académie française fait partie des 5 académies fondées par Richelieu. Nous sommes arrivés plus tard et en fait nous sommes nés avec la construction par la République d'un empire colonial, d'où en 1922 l'appellation d'Académie des sciences coloniales que nous avons abandonnée en 1957, à l'époque où la loi de Fer avait eu pour objectif de faire accéder à l'autonomie les territoires qui jusque-là étaient compris dans notre empire. En tant que nouveau secrétaire perpétuel depuis notamment 2024, où vous avez pris vos fonctions pour 10 ans, d'abord, c'est un vrai défi pour vous, pour moderniser, rénover. C'est un vrai défi.
il faut savoir que le secrétaire perpétuel, en fait, c'est une sorte de directeur général opérationnel d'une maison, d'une institution qui relève du droit public, qui est un établissement public administratif et qui est composé de 275 académiciens. Parmi ces 275 académiciens, il y en a 200 qui font partie de ce qu'on appelle des sections disciplinaires. Alors, je ne vais pas les énumérer, mais il y a à l'intérieur de ces sections toujours 20 titulaires, des académiciens, et 20 correspondants qui sont présents dans le monde entier pour relayer l'action de l'Académie. Et puis, il reste 75 personnes, dont 50 associés, souvent des personnes très prestigieuses, des chefs d'État des pays du Sud. On peut citer Senghor, par exemple, Abdou Diouf. On peut citer aussi le président Cardoso du Brésil. Voilà, nous avons des personnalités très importantes. Et puis enfin, il y a une dernière catégorie qui sont les membres libres. C'est un groupe de personnes qui sont là pour accueillir des disciplines nouvelles que notre projet n'aurait pas eu l'idée de faire rentrer. Donc nous sommes une institution qui est à la fois interdisciplinaire et qui réunit à la fois des académiques, des universitaires, des chercheurs, des savants, et d'autre part des hommes d'action. C'est vraiment une de nos force richesses. Combinée. Voilà. Alors, dites-nous, en 2025, j'imagine que vous allez nous étonner, nous épater par le programme en termes pour vos séances publiques. Et dites-nous un peu cette vision programmatique que vous avez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 3 ans, nous avons choisi d'avoir une thématique de l'année. En 2022, par exemple, la thématique qui a été choisie, c'était celle des migrations. Et puis en 2023, la globalisation et ses limites. Et cette année, ce sont les transformations de l'ordre international. Excellent sujet d'actualité. Le libellé, c'est exactement la reconfiguration de l'ordre international. On y est. Voilà. Comme vous pouvez le voir, nous sommes partis d'une problématique qui est celle des migrations pour arriver à l'espoir, c'est-à-dire de reconstruire un ordre qui favorise la paix, évidemment. Voilà, parce qu'un de nos objectifs, c'est quand même de faire mieux se connaître les peuples pour aller dans le sens de la paix. Vous êtes au cœur de la diplomatie des savoirs et de la connaissance. Comment le public bénéficie de ce savoir? Est-ce que vous êtes toujours encore enfermé dans des cercles fermés en termes de contact avec le monde extérieur? Non, nous avons une très grande volonté d'ouverture, évidemment. Il faut savoir que les activités traditionnelles des académies, c'est d'organiser régulièrement des séances autour d'une grande thématique du monde contemporain, en faisant appel à des membres de l'académie, mais aussi des personnalités extérieures. C'est là une première forme d'ouverture. Une deuxième forme d'ouverture, c'est qu'autour de notre académie, pour conquérir un public fidèle, un public plus représentatif de ce qu'est la nation française, nous avons aussi créé une société des amis où peuvent adhérer des gens qui ne seraient peut-être pas naturellement recrutés comme académiciens, mais qui ont envie de savoir, qui ont envie de partager une connaissance et de l'exporter à l'extérieur. Et puis nous avons bien sûr un certain nombre d'activités qui nous ouvrent vers l'extérieur. D'abord, nous accueillons des expositions qui peuvent nous être proposées par l'extérieur. Nous accueillons aussi des présentations d'ouvrages. Nous organisons des débats. Nous avons aussi des actions spécifiques en direction de la jeunesse. Nous aidons les
organisations universitaires françaises et étrangères à organiser des colloques dans nos locaux. Notre volonté, c'est l'ouverture. Oui, en effet. Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez les technologies nouvelles pour cette ouverture et faire connaître votre institution et vos travaux? Voilà, alors, par exemple, toutes nos séances aujourd'hui peuvent être écoutées en visioconférence, ce qui nous permet de doubler au moins notre audience à chacune de nos séances et de créer une participation avec des gens qui sont peut-être éloignés, mais qui désormais peuvent poser des questions, peuvent intervenir dans les discussions, et c'est évidemment un enrichissement formidable. Vous avez un tropisme particulier pour l'Asie, et vous semblez aujourd'hui s'intéresser aussi à l'Afrique. D'abord, expliquez-nous cette expérience que vous avez avec l'Asie, et cette relation en termes d'un continent qui est très diversifié et qui a une trajectoire en termes de développement, une trajectoire très originale. Alors évidemment, mon contact avec l'Afrique a commencé par le premier pays d'Asie qui est émergé, c'est le Japon. J'ai d'abord eu une expérience japonaise et puis à partir de l'expérience japonaise, j'ai découvert toute l'importance de l'influence du monde chinois. J'ai eu, par les bonheurs de la vie, l'occasion d'épouser une Sud-Coréenne, et puis j'ai servi comme expert du MAE et du ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur au Vietnam, où j'ai contribué à essayer de mettre en place un système de financement conjoint entre le Vietnam et la France, de projets de sciences humaines et sociales portant sur les grandes problématiques du Vietnam. Et puis évidemment, en m'intéressant à l'ensemble de ces pays, j'ai commencé à m'interroger sur les ressorts du développement. Alors, évidemment, en Extrême-Orient, ce qui m'est apparu, c'est quand même l'importance essentielle du confucianisme, qui, au fond, est une forme de transcendance sans Dieu, mais rationnelle, permettant de construire une société raisonnable, équilibrée. Et je me suis aperçu que cette influence avait rayonné dans une partie de l'Asie du Sud-Est et avait rencontré une autre forme de sagesse qui était celle du monde indien et de tout l'apport des brahmanes. Dans tous les cas, ce qui m'est apparu, c'est que l'Asie plaçait le savoir au sommet de tout. C'est justement intéressant à continuer cette marche pour explorer votre démarche au niveau de l'institution et la démarche personnelle. Quelle est la place justement de l'Afrique chez vous, à l'institution, et comment abordez-vous cette problématique? Parce qu'on parle de l'Afrique, mais ce sont des Afriques. Bien entendu, bien entendu. Alors, en réalité, la place de l'Afrique dans notre académie s'explique par des raisons historiques. Nous sommes nés du constat que la France pouvait peut-être renaître après la Première Guerre mondiale grâce aux forces de son empire. Or, son empire était d'abord africain. Et il est vrai qu'aujourd'hui encore, si vous visitez notre bibliothèque, vous apercevrez que 40% du volume total de la bibliothèque est constitué de travaux qui ne portent que sur l'Afrique. Nous sommes donc un centre de compétences probablement inégalé en France. Absolument. Sur le continent africain. Mais nous sommes dans un monde global, nous sommes dans un monde qui change. Pour s'intéresser aujourd'hui à l'Afrique et partager avec les Africains des expériences utiles, il faut s'intéresser au monde entier.
Absolument. Et justement, l'Afrique, chez vous, vous avez eu une expérience personnelle en tant qu'économiste et chercheur en économie. Vous vous êtes intéressé à des problématiques, notamment le leadership, le profil. Par exemple, vous avez travaillé sur Dangote, un milliardaire africain. Comment êtes-vous venu à vous intéresser à ce parcours? Alors, il faut bien dire que, en m'étant interrogé sur l'Asie et plus précisément l'Extrême-Orient, j'ai découvert qu'une des clés de leur développement tenait à ce qu'ils avaient engendré des entrepreneurs exceptionnels qui avaient construit des groupes susceptibles de durer très longtemps à l'échelle internationale. On pense tout de suite évidemment à Toyota pour le Japon ou à Samsung pour la Corée du Sud, mais on voit bien que la Chine a suivi cette voie, c'est le modèle asiatique. Cela m'a amené à faire apparaître une notion très importante, c'est la constitution dans tous les pays émergents de multinationales qui en quelque sorte compensent par leur taille le retard structurel que l'on a sur les pays développés. Et on voit bien que c'est... Est-ce qu'il y a un processus identifié qu'on peut bien suivre? C'est ma position, c'est-à-dire que en fait, on voit bien que ces grandes multinationales émergentes, elles sont apparues en Extrême-Orient, mais on les voit maintenant se développer en Inde. On les voit aussi apparaître dans le nord de l'Europe et de l'Asie avec la Russie. Parce que la Russie aujourd'hui est engagée dans une guerre, mais si elle n'avait pas fait la guerre, elle aurait pu continuer à suivre une courbe de développement qui aurait été en quelque sorte assez comparable à ce qu'ont connu d'autres pays émergents. Je pense à ceux d'Amérique latine et singulièrement le Mexique ou le Brésil, qui sont aussi des puissances dont la compétitivité internationale repose sur des grands groupes fondés là aussi par des entrepreneurs volontaires. Et en Afrique, eh bien, Dangote est en train de suivre ce chemin. Parlez-moi un peu de cet intérêt. Comment vous avez et quelle est la clé de cette réussite, Dangote? Alors, en effet, ce que j'ai observé, c'est que le Nigeria, avec ses immenses richesses, tout son potentiel, mais aussi toutes ses contradictions, un système politique, enfin... épouvantable, absolument irrationnel, a réussi à engendrer des forces économiques puissantes, ce qui veut dire que il est toujours possible que dans un pays finalement se heurtant à beaucoup d'obstacles, l'esprit d'entreprise puisse finalement l'emporter sur les difficultés du pays. C'est aussi, il y a d'autres critères, la taille du pays, sa richesse, il y a plein d'éléments qui expliquent... Bien sûr. Alors, dans le cas de Dangote, ce qu'il faut voir, c'est l'immensité du développement de l'urbanisation. Ce sont des villes gigantesques qui sont en train de se construire et pour ça il faut du ciment, il faut des logements et Dangote a très bien compris ça. Mais il a compris aussi que si on veut aider un pays à se développer, il ne faut pas se refermer sur le pays, il faut avoir une stratégie internationale. Et ce qu'a réussi Dangote, c'est à travers son projet cimentier à devenir le leader à l'échelle de toute l'Afrique. À tel point que Dangote devient compétitif même dans des pays qui se situent à l'extrémité du continent, c'est-à-dire au Maghreb ou en Afrique du Sud. On a 10 minutes pour compléter les sujets qu'on n'a pas pu aborder. Notamment, j'ai envie de revenir sur ce rapport Afrique-France, un rapport qui est intime, vous l'avez évoqué, mais comment aujourd'hui définir et projeter ces deux ensembles vers la convergence, parce qu'il y a plein d'éléments qui les lient et on a le sentiment qu'aujourd'hui il y a un décrochage. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui
nous sommes devant un défi formidable. Nous avons vécu une période qui a été celle de la coopération, où les chefs d'État africains et les gouvernants français avaient une étroite collaboration. Mais c'était, il faut le rappeler, à une époque où la France était riche, était prospère, avait un avantage compétitif dans le monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la France doit réviser sa position. Elle doit tenir compte évidemment du point de vue des pays européens, mais aussi des grandes nations du monde. Elle doit réviser sa position à un moment où les pays d'Afrique sont eux aussi confrontés à des défis formidables. Je pense le défi démographique qui est quand même terrible en Afrique, le défi de la santé, de l'accès de tous à la connaissance à travers l'éducation. Et c'est vrai qu'on comprend qu'en Afrique, on puisse avoir une déception par rapport à ce que peut apporter la France. La solution, c'est sans doute dans le dialogue. C'est-à-dire ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut plutôt être dans le volontarisme pour réfléchir à des solutions concrètes. L'Afrique a besoin de ça. Bien sûr, elle a besoin de solutions concrètes, mais ce qui est important, c'est la manière dont on le fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la perspective de projets qui arrivent tout cuits, fournis par les pays du Nord. On doit arriver à co-gérer, co-concevoir les projets. Et ça, c'est un défi formidable, parce que ça veut dire qu'il faut que l'on aide les pays d'Afrique à acquérir les compétences en ingénierie, dans les disciplines scientifiques qui leur permettront de pouvoir dialoguer d'égal à égal avec les pays occidentaux. Ça veut dire aussi une chose, c'est que quand on est un pays occidental, il faut admettre que les pays d'Afrique puissent chercher des partenariats hors d'Europe pour acquérir la technologie qu'il leur faut, les connaissances qu'il leur faut. Malheureusement, nous ne pouvons plus être un interlocuteur unique. Absolument. C'est-à-dire que vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dans un bouleversement géopolitique majeur, surtout avec l'arrivée d'un nouveau président américain, Trump. C'est-à-dire que ce Sud global dont on parle, mais c'est un mot fourre-tout, mais est-ce qu'aujourd'hui est une matière de réflexion pour vous c'est fondamental. Je dirais que c'est vraiment l'une des questions clés de notre académie. Et même, c'est une des raisons fondamentales de son existence. Expliquez-nous. Alors, le Sud global, c'est souvent un qualificatif qu'on emploie pour dire qu'on ne comprend plus vraiment ce qui est en train de se passer dans les pays du Sud. C'est vrai qu'il se passe des choses formidables, des transformations, des mutations qu'il faut prendre en compte, qu'on ne comprend pas toujours, mais qui, du point de vue des pays du Sud, est quelque chose de légitime, de normal. Tous les pays ont le droit au développement. Tous les pays ont le droit à la prospérité. Mais ça ne se décrète pas non plus. Ça ne se décrète pas, mais on ne peut pas le décréter à la place des intéressés. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est aujourd'hui dans une perspective où il faut faire des projets concertés, des projets d'association à part égale entre les pays qui sont entrés dans la voie du développement et ceux qui ont déjà atteint le développement. Et ça pose évidemment tout le problème de l'existence ou non d'un libre-échange. Est-ce que la voie, c'est le renfermement de tous derrière leurs frontières? Évidemment, non. Mais ça n'est pas non plus dans un système où le plus gros, le plus fort écrase le plus petit. Et donc, il faut trouver une voie qui, malheureusement, ne peut prendre qu'une dimension internationale, une dimension multilatérale. On a 2 minutes pour terminer. Aujourd'hui, on voit que
L'Afrique, c'est encore une fois 3 milliards 400 millions, 75% de jeunes, formés de jeunes. Est-ce que pour vous, vous croyez à cette Afrique et de quelle manière, au-delà des mots? Est-ce que vous avez des points d'appui importants sur le sujet? Alors, la démographie, et plus particulièrement la jeunesse, c'est un atout. C'est sûrement un atout. Mais il faut bien voir que si dans d'autres régions du monde, des pays aussi pauvres que ceux de l'Afrique se sont développés, c'est grâce à la maîtrise de la natalité. Et c'est vrai qu'il y a un effort pour parvenir à ce que Alfred Sauvy appelait la population optimale. Oui. C'est un défi formidable que partage en commun toute l'humanité. Car il y a ceux qui vieillissent trop et il y a ceux qui se rajeunissent trop. Oui. Ça vaut la peine de continuer ce voyage avec vous, le monde vu par les émergents, peut-être une autre fois. Je vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir permis de comprendre ce que c'est l'Académie des sciences d'outre-mer, qui est une institution qui mérite vraiment d'être suivie et connue. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. C'était un plaisir. Je vous en prie. Et au revoir et à très bientôt.